Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'homme le plus fort de France pendant 5 années consécutives, Aurélien Lejeune. Alors déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Kevin pour l'invitation du coup. Avec plaisir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je rappelle que tu es avant tout coach et préparateur physique, Hmm, diplômé d'un BP DEGEPS en spécialité force athlétique, haltérophilie et c'est musculation. ça. Tu as aussi un DU en préparation physique. Ouais, Tu as été enseignant en BPGEPS pendant plus d'une décennie. hmm, Et surtout, tu es strongman professionnel avec plus de 20 ans d'entraînement dans les sports de force, où tu as été 10 fois champion de France en force athlétique sur le mouvement de développé couché, c'est ça, ouais. avec un record à 320 kg. Oui, ma meilleure perf en compète, 320 kilos équipé. Ah oui, je me doute que c'est pas en RAW. Il y en a qui le font en gros, hein. Ah ouais, non, il y en a. Et tu as fait un record sur nombre de répétitions enchaînées au développé couché, avec 17 répétitions à 200 kg. Ouais, c'est ça, ouais. Tu détiens aussi le record de France en Atlas Stone. Hmm. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont des grosses sphères de béton, en ayant validé une Stone à 220 kg. Hmm. Portée à quelle hauteur d'ailleurs? C'est entre 1m30 et 1m40 selon les compètes. Là, je crois que c'était en Russie quand je l'ai fait, on devait être à 1,35 ou 1,40 en hauteur. Ok. Et tu es le premier Français à avoir validé 400 kg au soulevé de terre, Ouais, avec un record personnel à 422,5 kg. c'est ça. Voilà. Voilà, donc ce sont des performances extraordinaires. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le monde du strongman, qui ne connaissent pas cette discipline, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors le strongman, bon, c'est un sport de force qui est peut-être le plus ancien au final. Qui est issu directement des jeux de force traditionnels et des jeux qu'on pouvait retrouver dans les hommes forts, dans les cirques, fin 19e, début 20e. Et nous, en fait, l'objectif, c'est de soulever, déplacer des objets plutôt insolites. Donc, il n'y a pas que des mouvements statiques. On va tirer des camions, soulever des pneus, il y a les fameuses pierres de l'Atlas, euh, log, deadlift, donc on a un gros panel d'épreuves. On a une vingtaine en général d'épreuves possibles, avec des variantes sur chaque épreuve, soit en max, soit en rep, soit sur un chrono. Donc voilà, donc c'est assez large au final le strongman en épreuve. On n'est pas comme sur la force athlée ou l'haltéro, où il y a que 3 et 2 mouvements. Nous on a une vingtaine de possibilités en mouvement, plus les variantes, donc on a une infinité de mouvements possibles. C'est clair. Puis s'entraîner sur un même mouvement, que ce soit pour faire un maxi ou un certain nombre de reps ou dans un timing limité, c'est pas du tout les mêmes modalités d'entraînement. Non, 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 non. Non. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du strongman? Ben, en fait, j'ai toujours voulu faire ça, moi. Euh, j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais petit, je regardais ça à la télé. À l'époque, ça passait sur Canal+. Et Ouais, c'est resté en mémoire, tu vois. J'ai toujours été attiré par les concours d'hommes forts. Parce que je voyais déjà l'aspect spectaculaire des choses qui soulevaient, etc. L'aspect rustique. Le physique des bonhommes aussi, tu vois. Quand je voyais ça à la télé, gamin, je me dis, putain, c'est des monstres. Euh, moi, je suis d'une époque, une génération où il n'y avait pas les réseaux, il y avait très peu d'internet, donc c'était compliqué de trouver des infos. Fallait attendre qu'il y ait de temps en temps un article dans le monde du muscle pour avoir des infos sur ça. Et du coup, j'ai commencé la musculation en 2002 avec cette idée de faire des sports de force, mais sans savoir où aller. Du coup, j'ai fait de la muscu. En parallèle, j'ai commencé l'athlétisme, j'ai fait du lancer de disque. Après, j'ai fait du rugby. J'ai fait beaucoup de rugby pendant 4 5 ans. C'est peut-être là aussi où mes perfs ont commencé vraiment à exploser. Et après, j'ai commencé enfin les compétitions de développé couché en trouvant. Alors moi, j'habitais à Rouen et j'ai trouvé un club pour faire les compètes à Caen, donc à presque 2 heures de chez moi. d'accord. Donc ça peut paraître paradoxal pour les jeunes d'aujourd'hui, mais il y a presque 20 ans en arrière, c'était pas facile en fait de trouver des clubs, des lieux pour pratiquer. Donc ça a commencé comme ça, par les compètes de développé couché. J'ai été champion de France dès la première année. Euh, donc j'ai continué de progresser dans la force athlétique et le développé couché.
Et c'est seulement en 2012 où j'ai pu faire ma première compète de strong. D'accord. Ouais. Et donc là, tu expliquais, c'était difficile. Donc là, on parle d'une génération où il n'y avait pas des salles de musculation à tous les coins de rue. Mm. Est-ce qu'il existe des clubs ou des salles spécifiques au strongman? Alors maintenant, il y a quelques salles, il n'y en a pas beaucoup, hein. À ma connaissance, il y a 2 salles de sport où réellement en France, il y a l'équipement complet. Après, il y a de plus en plus de salles, et surtout dans les box de CrossFit, où tu vas retrouver du matériel, donc un peu d'équipement de strongman, où là tu pourras t'entraîner. Et bah, ce qui se fait de plus en plus sur les athlètes qui veulent performer, ou même ceux qui sont passionnés, c'est qu'ils font leur propre home gym, avec tout le matos spécifique de strong. Donc ça, on en a de plus en plus. Moi, j'ai commencé aussi, il y a pas mal d'années maintenant, à me créer mon home gym pour avoir tout le matos chez moi et puis être emmerdé à essayer de trouver à droite ou à gauche le matériel. Parce que vraiment, quand tu peux t'entraîner sur le matos spécifique, ça change tout. Vraiment, c'est une différence énorme. Oui, on peut pas s'entraîner en strongman dans une salle de musculation classique. Bah si t'as pas le choix, tu le fais. Parce que moi j'ai commencé comme ça, hein. Mes premières compétitions de strong, je les ai fait sans m'entraîner sur du spécifique. Ok. J'avais pas de log, pas de stone, rien. Donc, bah du coup, je faisais comme je pouvais, quoi. Donc tu as dit qu'il y avait 20 exercices différents dans le monde du strongman. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes en quoi ils consistent, nous familiariser un petit peu avec le langage du Bah, strong? tu vas avoir tout ce qui va être mouvement de tirage, les truck pulls, donc sur plusieurs Ok. modalités, debout, assis, etc. Tu vas avoir tout ce qui est mouvement de déplacement, les yokes, les farmer walks, fram carry. Donc là, on va être sur des mouvements de déplacement. Les variantes d'Atlas Stone, donc soit en épaulé, soit à mettre sur des socles. Il y a plusieurs variantes possibles. Après, D'accord. tu vas avoir tout ce qui va être overhead, donc log, axe, Les dumbbell, mouvements pin au-dessus de la press, tête. bloc press aussi. Parfois, on a juste des blocs purs et durs, hein, des rectangles de béton à prendre et à mettre au-dessus de la tête. Tu vas avoir tout ce qu'on appelle les loading charge, les loading raise, pardon. Donc ça, je déteste. En quoi ça consiste? Et courir avec des sandbags. D'accord. Je sais pas qui a eu l'idée farfelue de faire ça à des strongman. Je déteste. Peut-être pas les plus lourds. Sûrement pas les plus lourds, beaucoup à cause des sponsors qui vendent des sandbags. Euh, ils font chier avec ça, mais bon. Il y a toujours une histoire économique derrière. Bah, pour le coup, les sandbags l'est extrêmement. Clairement, ce qu'il y a quand même 10-15 ans en arrière, c'est une épreuve que tu retrouvais quasiment jamais. Là, maintenant, vu que la plupart des gros sponsors vendent des sandbags, tu vas le retrouver à chaque compétition. Donc t'as Ok. ça, et tu as tout ce qu'on appelle les throwing, donc c'est les épreuves de lancer. Alors à l'époque, on faisait ça avec des fûts de bière. Je sais pas si t'as déjà vu les épreuves où on lançait des fûts de bière en hauteur. Et là, bah maintenant, sponsor oblige. C'était une barre que tu avais dans le dos et il fallait réussir à le projeter par-dessus. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai vu Bah, quelques vidéos, ouais. ça dépend des compètes, mais c'était entre 4 et 5 mètres. C'est énorme. Et du coup, bah, les sponsors étant arrivés, ont créé des sandbags à lancer. Et donc, les fûts de bière, ça fait un moment que je les ai pas vus en compète, mais on a plutôt des sacs à lancer en hauteur. Après, tu vas avoir tout ce qui va Ah, être épreuve de grip pure, Hercule Hold, ouais. avec les 2 piliers que tu lâches de chaque côté. Et tu as toutes les variantes de l'Atlas. Non, Atlas, on en a déjà parlé. Donc là, voilà, à peu près le panel qu'on peut retrouver sur les épreuves de strong. Ah, et j'ai oublié bah, le deadlift, forcément. Euh, Ok. avec toutes les variantes possibles. Donc, soit sur une barre de deadlift, soit sur du car deadlift, une plateforme où on soulève une voiture. Après, tu as plusieurs types de barres possibles, les éléphants de barre, avec les roues de Hummer, etc. Donc, faut pas oublier que c'est un sport spectacle, donc forcément, il y a l'aspect visuel qui va compter dans le strong. Ouais. Il faut que ce soit impressionnant. Ouais. Et dans l'ensemble de ces mouvements, quels sont personnellement tes points forts et à l'inverse, plutôt les points améliorables? Ah bah mes points forts, moi, déjà de base, c'était tout ce qui était épreuve de grip. Moi j'ai un très bon grip. Les Hercule Hold, toi les piliers là, Ouais. j'arrive à passer la minute, donc on n'est pas beaucoup à le faire. Pareil, Farmer Walk, j'ai toujours été très bon.
Les stones, ça a toujours été un point fort pour moi aussi. Les Alors, attaques stones. l'épreuve d'Hercule, c'est celle où tu te tiens de chaque côté à une poignée, tu as des piliers qui sont Ouais, qui se lâchent. en Ouais. diagonale. Et ça pèse combien, ça? Alors, ça dépend, les variantes, c'est entre 150 et 180 kilos. Et du coup, il faut tenir le plus longtemps possible. 1 minute. D'accord. Ouais, j'ai pas... Ma meilleure perche, je crois que c'était une 0,4 ou une 0,5, un truc comme ça. Ensuite, Farmer Walk, j'ai toujours été bon. Tout ce qui va être Donc, stone. la marche du fermier, c'est celle où tu as des Ouais, charges de chaque dans chaque côté et tu main. dois te déplacer. Dans chaque main. La meilleure perf, c'est 200 kilos dans chaque main. Fram Carry, pareil, c'est une épreuve de grip, j'ai toujours été bon. Les stones, deadlift. Alors deadlift, oui, non. Au début, j'étais pas très bon au deadlift. Et après, c'est devenu mon point fort. D'accord. Ouais. T'as fait un travail spécifique dessus Oui, ou oui, c'est ouais, ouais, je me suis arrivé? entraîné en spécifique dessus. Est-ce que pendant des années où je faisais des compètes, je stagnais à 3,70, 3,80. Et maintenant, depuis un bon moment déjà, les standards en strong au niveau pro, au mondial, c'est 400 kilos. Euh, c'est devenu une barre standard. Euh, du coup, il fallait que je passe cette barre pour y arriver. Donc ça a été chose faite. Et après, les points où vraiment je me suis amélioré, mais c'est pas encore suffisant, c'est tout ce qui est overhead. Le log, l'axe, le dumbbell. Je pense que D'accord. faut que je passe encore un petit cran au-dessus encore pour être de plus en plus performant. Et l'épreuve où j'ai vraiment du mal, on en a reparlé il y a 5 minutes, c'est les sandbags. Ok. Épreuve de cardio. Alors déjà, j'aime pas cette épreuve-là, donc c'est pas facile de s'entraîner, de progresser sur une épreuve que t'aimes pas. Oui. Si t'aimes pas le faire, déjà, t'as pas envie de t'entraîner. Ouais, déjà, ouais. Et ça Donc, tu devient mets vite un moins point faible. d'intensité, tu mets moins de volonté, mais bon, j'ai pas le choix parce que vraiment à chaque compète maintenant, tu as une épreuve de ce type-là. Ok. Et comment se passe une compétition? Alors, ça dépend des formats. La plupart du temps, tu vas avoir 5 épreuves. Tu connais les 5 épreuves 2 mois à l'avance. Comme ça, D'accord. tu vas pouvoir t'entraîner dessus. Donc logiquement, c'est assez réparti, hein, les épreuves. Tu vas avoir une épreuve de tirage, une épreuve ou deux de déplacement, souvent une épreuve d'overhead ou deux, les stones, donc c'est assez régulier. Et t'as quelques formats de compétition où t'as plus d'épreuves, mais du coup elles sont sur 2 jours. La plus grosse que j'ai faite en quantité d'épreuves, c'était au Canada en 2000, je crois que c'est 2017 ou 2018. Il y avait 10 épreuves à faire sur 2 jours. Oh, la fatigue accumulée, là. T'as Le combien de temps lendemain, entre chaque épreuve? le lendemain, quand tu te réveilles et que tu dis, bah, en gros, faut que je refasse la même journée, Faut que les épreuves le plus dur soient la veille, quoi. oh, bah, il y en a autant le jour 1 que le jour 2, hein. Et qui est décisionnaire des épreuves qu'il va y avoir en compétition? L'organisateur, c'est lui qui, l'organisateur, le promoteur ou les ligues qui organisent, c'est eux qui vont décider des épreuves, des poids, etc., de l'ordre des épreuves. Ça, c'est, D'accord. bon, les Et peu- l'organisateur, c'est la Fédération française de Strongman ou c'est une entreprise à part? Alors, en France, ça va être la Fédération française de Strongman pour le championnat. D'accord. Après, tu as de plus en plus de compètes qui s'organisent hors fédération, des grands prix. J'en organise une, d'ailleurs, j'en profite pour la glisser, le 6 décembre. Si tu... L'épisode sera sorti avant, donc ouais, il va sortir à peu près fin octobre. Bah, Donc, moi, je vais faire la première fois que je vais organiser ma propre compétition, donc chez moi à Évreux, là, on va appeler ça les Barbarians Games. On a fait un format simple. C'est une petite variante du Strong, c'est un format qui se développe beaucoup, qui existe déjà en Australie. d'accord. Max au deadlift, max au log lift, max à l'Atlas Stone, même principe qu'en force athlétique, le meilleur total gagne. Que du lourd, que du statique, la pure force. Pas de putain de sandbag. On ne court pas, on ne lance pas. Non, voilà. Et, euh, et du coup, j'en ai oublié la première question. Oui, qui est organisateur des compétitions? Alors, en France, ouais, donc soit la Fédération française de Strongman, qui est présidée par notre bon vieux Henri Rodolakis. Et après, il y a pas mal de grands prix. Il y a beaucoup de compètes maintenant en France, hein. Moi, quand j'ai commencé, tu vois, il y en avait 2, 3, 4 par an. Là, on va arriver, je pense, à facile une bonne dizaine de compétitions en France. Ok. Donc sur différents grands prix, différents formats.
Et après, au niveau mondial, ça dépend pareil d'où tu vas. Soit ça va être les ligues professionnelles, donc il y en a plusieurs. T'as la Giant Live, Strongman Champions League, les Arnold Classic, le Siberian Power Show. Ça, c'est vraiment les gros événements dans le monde du Strong. Donc là, c'est le promoteur qui décide, l'organisateur qui décide des épreuves. Et après, t'as plein de grands prix aussi qui existent dans le monde. Où pareil, à chaque fois, c'est l'organisateur, celui qui organise, qui va décider des épreuves. Alors, souvent, c'est aussi en fonction de ce qu'il dispose comme matériel. Ah, d'accord. Voilà, donc, Oui, il n'y a pas une obligation d'avoir un mouvement non, dans non, chaque non, 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 catégorie. non, non. Ça peut être vachement avantageux pour certains et désavantageux pour d'autres selon les mouvements qui vont être choisis. Ah bah, totalement. Et puis tu le vois même des fois sur certaines compétitions, en fonction des athlètes invités, tu vois que les épreuves sont assez orientées sur certains. Ça, ouais, ouais, ça arrive, ça fait partie du jeu. Nous, c'est pas standardisé. D'accord. Et est-ce qu'il existe des catégories de poids, pardon? Alors, en France, enfin au niveau mondial, dans le strong, il y a depuis peu de temps 4 catégories de poids. Avant, c'était pas de catégorie, donc fallait être plus t'étais lourd, mieux c'était. Il y a une dizaine d'années, il y a les moins de 105 kilos qui sont arrivés. Et plus récemment, ils ont rajouté les moins de 80 et les moins de 90 kilos. Donc on arrive à 4 catégories chez les hommes. D'accord. Et chez les femmes, pareil, 4 catégories. Alors après, dans le strong, il y a vraiment une différence qui est stratosphérique entre ce qu'on appelle les open, les poids lourds, et tous les autres. Hommes, femmes, tous les autres. D'ailleurs, le championnat du monde, le concours de l'homme le plus fort du monde pour les open, les poids lourds, est même pas en même temps que les autres. D'accord. Ils l'ont mis sur un autre moment, donc c'est la World Strongest Man. Et toutes les autres compétitions. Ça, c'est la compétition ultime sur le plan international. Ouais, voilà, c'est la compète phare. Et après, les autres catégories hommes ou femmes ou les masters pour le concours pour le titre de numéro 1 mondial, ça se passe sur une compétition qui s'appelle OSG, Official Strongman Games, qui a lieu tous les ans aux USA. J'y vais d'ailleurs en novembre pour faire les World Strongest Man en master, parce que maintenant j'ai plus de 40 ans, forcément. Mais voilà, donc il y a vraiment un delta qui est énorme entre les Open et tous les autres. Ok. Et on parlait tout à l'heure de la Fédération française de Strongman. Quelle est l'ampleur de cette fédération? Est-ce qu'on a des compétitions nationales qualificatives à l'international? Euh, alors maintenant, oui, ça commence à arriver. Si tu as un titre de champion de France ou si tu gagnes certaines compétitions en France, tu peux maintenant te qualifier sur des échéances mondiales. Mais c'est très récent, ça fait 1 an ou 2 maximum. D'accord. Avant, il n'y avait rien du tout. Attends, j'ai le soleil en pleine gueule, désolé. Vas-y, tu peux tourner, Je vais me pas de tourner un souci. peu. Alors avant, moi, mes premières compètes que j'ai faites à l'étranger, c'est moi qui ai dû me démerder à trouver les contacts, à les appeler pour les faire. Fallait vraiment se débrouiller pour le faire. Ah, il n'y avait pas de visibilité, pas de Non, non, reconnaissance. non, rien du tout. Donc là, ça change un petit peu, parce qu'au niveau français, ça grossit quand même de plus en plus, la fédération. Tu vois, les premières compètes que j'ai faites de Strong il y a 13 ans, 14 ans maintenant, on était 6-7 pèlerins sur un parking avec du matos fait maison, il y avait 3 barrières, voilà, ça, c'était pas ouf. Là aujourd'hui, Le gang des soudeurs. ouais, oui, c'était ça en fait. J'ai même fait des compètes. Des fois, où il y a le mec qui organisait, il venait avec son poste à souder au cas où il y a un truc qui pète. Excellent. Donc du coup, ça a bien évolué. Aujourd'hui, on fait des compètes. La plupart des grands prix, il y a 50 athlètes. Et Ouais, sur la fédération, là, les 2 premières manches cette année, la première à Tarbes, je crois qu'il y avait 70 athlètes, toutes catégories ok. confondues. La deuxième à Elbeuf, là, à côté de chez moi, il y avait 90 athlètes. Et là, on attend pour la finale qui sera au Fitex à Paris en octobre, probablement entre 120 et 140 athlètes. Ok. Donc ça, Ce qui fait que c'est quand même assez techniquement, exponentiel. ce qui fait que techniquement, pour une finale nationale, on est le sport de force où il y a le plus d'athlètes. Ok.
Et qu'est-ce qui a fait cet engouement pour la discipline? C'est les nouvelles salles low cost, l'avènement du CrossFit ou le strongman en lui-même? Oh non, les salles low cost, non, ça, elles ont pas apporté grand-chose, mais bah, c'est la visibilité qu'a eu le strongman depuis quelques années. Ok. Donc ça, forcément, ça attire les gens. Le fait bah, que le matériel soit de plus en plus accessible, soit dans des box de CrossFit, chez des gens, des salles qui sont partiellement équipées. Est-ce qu'il y a des marques spécifiques au matériel de Strong? Oui, oui, t'en as plein. Bah, t'as Rogue qui fait du matériel, Ok. Cerberus, Metals Guys, même Palini, ils en font aussi. T'as des fabricants spécifiques de Strong, hein, Robel Strange ou le français Cécile Mullins, un gars qui fait 100% de matériel de Strong. Donc, pareil, t'arrives à trouver maintenant assez facilement des équipements. Ok. Alors, je rappelle que tu es l'homme le plus fort de France. Moi, je dis, C- c'est plus moi en ce moment. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était jusqu'en 2023. T'as fait 2023, ouais. 2019-2023. 2024, j'avais décidé, quoi qu'il arrive, de faire l'impasse sur la saison pour vraiment me concentrer sur l'international. Ok. Et les blessures ont fait que finalement, je me suis concentré sur les blessures. Ah ouais. Bah, on va en parler après, mais donc là, tu disais sur le plan national, donc top, top national. Et sur le plan international, où est-ce que tu te situes? Alors, à nous, c'est compliqué. Il n'y a pas comme au tennis, tu vois, un classement. Ouais. Il y a vraiment, tu peux te situer sur les KT Open. Si tu fais la World Strongest Man, bah, tu sais ton classement sur l'année de l'homme le plus fort du monde parce que tu as fait la compète, mais sinon, il n'y a pas vraiment de classement comme tu peux retrouver en tennis ou au golf, etc. On n'a pas ce truc-là. Après, je me dis, je dois pas être trop pourri, tu vois, ça fait 10 ans que je fais des Strongman Champions League, ça fait 3 ans maintenant, alors, je sais que c'est pas dans l'air du temps, mais que je fais des compètes en Russie. Alors ça peut paraître con, mais c'est probablement le pays où le niveau est le plus élevé au monde. Ça m'étonne même pas. Et je suis le seul Français à avoir fait le Siberian Power Show, qui est probablement l'une des deux compétitions les plus dures du monde en termes de perf. Donc je me dis que ça va, je dois pas être si naze que ça. Non, non, mais c'est des perfs monstrueuses. Mais c'est pour avoir une idée du rapport de force qu'on peut retrouver entre les pays, parce que tu es le seul, si je dis pas de bêtises, tu es le seul strongman professionnalisé en France. Alors je suis le seul, ouais, vraiment à vivre, on va dire, de mon sport. Il commence à y avoir d'autres athlètes français, tu vois, qui participent à des compètes pro, notamment Strongman Champions League. Il y a Walid, Hulin, Adèle qui participent à la SCL aussi. D'accord? Mais avec les années, je suis le seul français. Ouais, on va dire, je peux vivre de mon sport. D'accord. Alors c'est pas Ben, via les prize money des compètes, hein, c'est plutôt via la visibilité et les sponsors. ok, donc c'est plus par du sponsoring. Et, je sais pas si tu peux en parler, mais quelle est la réalité des dotations dans le monde du strongman? Alors pour les, Est-ce qu'il y a vraiment des prix ou est-ce que c'est à tes frais? alors en France, c'est zéro. Ouais. C'est une bulle. Euh, j'ai aucune compète en France qui m'a rapporté de l'argent. Aucune, c'est pas compliqué. À l'international, alors selon les ligues, des compètes que tu fais, il y a des price money, soit pour les trois premiers, soit pour les 10, soit pour tout le monde, qui sont plus ou moins élevés. Euh, en donner un ordre d'exemple, en Russie, par exemple, au Siberian Power Show, le premier prend 15 000 dollars, D'accord. et le dernier prend quelques centaines de dollars. T'as une prime à chaque épreuve gagnée de 1000 dollars. Donc, Je rappelle que ce sont des épreuves de niveau ah international ouais, avec des champions du monde, hein. ouais, ouais. 15 000 dollars. Ouais. Après, Faut en le rappeler quand même. Women's Champions League, alors ça dépend des manches, mais en général, le premier prend entre 3 et 5 000. Et les compètes qui payent le plus, c'est bah, la World Strongest Man. Si tu gagnes le titre d'homme le plus fort du monde, tu prends 70 000 livres sterling, D'accord. vu que Donc c'est c'est un peu l'anglais. plus que le dollar. Je pense que c'est plus que le dollar, ouais. Donc ça va peut-être faire un 80 000, un truc comme ça. La deuxième qui paye le plus, c'est l'Arnold Classic dans l'Ohio. Donc l'Arnold Classic originel.
Pareil, on doit être dans les 70-80. Et celle qui paye le plus au monde dans le Strongman, c'est les Rogues Invitational, là, pareil, il y a du CrossFit sur cette compète. Et là, en Strong, l'année dernière, Hooper, il a gagné, il a pris 130 000 $, un truc comme ça. Ok. Donc, on arrive quand même à des chiffres assez sympathiques, on est loin du foot. Mais, Oui, c'est sûr. Là, il mais faut, ouais, faut être le premier sur les grosses compètes avec les bons organisateurs. voilà. Bah, après, c'est Euh, dégressif, hein. Tu vois, une compète où tu as un prize money comme les Rogues à 130 000, je sais plus les chiffres, mais je crois que même le dernier repart avec au moins 2 ou 3 000 balles. d'accord. Ouais. Donc, bon. Ils te payent au moins le voyage, quoi. Et sachant, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, sur ce type de compète que je t'ai cité, la plupart du temps, ton voyage, hôtel, bouffe est payé. Ok. Et donc toi, ça fait plus de 20 ans que tu es dans le monde du strongman. Alors, de la Euh, musculation au strong, ça fait depuis 2012. 2012, donc on est à près de 15 ans. Mm. Euh, Quelles sont les évolutions que tu as pu rencontrer dans cette discipline sportive? Bah, surtout en France, qu'au final, à l'étranger, ça a déjà été, c'est déjà bien développé. À l'étranger, les compètes à l'inter, en pro, on a vu quand même une petite différence depuis qu'il y a eu l'arrivée et l'énorme visibilité qu'ont apporté des mecs comme Thor, Eddie Hall, etc. Euh, Ok. il y a quand même eu un gros plus. Les recordman du soulevé de terre. Du deadlift, ouais, et puis surtout, c'est des strong c'est des athlètes qui sont sortis du champ sportif, en fait. Euh, Ok. Aujourd'hui, il y a plein de gens dans la rue qui vont me parler de Thor ou de Eddie Hall. Euh, je pense qu'ils ne connaissent même pas le sport qu'ils font, mais ils connaissent les personnages. Oui. Alors, et Eddie Hall est très connu sur les réseaux sociaux et pour Thor, de son vrai nom, Hapthor, Encore Julius non, Blankton. merci. Et qui, lui, a été aussi acteur faisant La Montagne dans Game of Thrones. Ouais, ouais. Donc ça a été. Je pense que ça parlera au plus grand nombre. Ça a fait un gros coup de pub hein, sur notre sport, mais c'est mine de rien, ça a été. Il y a eu un médiatiquement, il y a eu un petit changement entre l'avant et l'après ça. Ouais, c'est clair. Ce Yeah. sont deux individus qui ont fait des barres à 500 et 501 kilos au soulevé de terre. 505, Thor il a fait 505 505. là cet été, ouais. Oh Euh, là là. et il annonce 510 sur la prochaine compète. Ok. On Donc va une voir. demi-tonne à bout de bras au lieu Ouais. d'une barre. Et après, au niveau français, bah, l'évolution, parce qu'on on partait de tellement bas, c'était pas compliqué d'évoluer. L'évolution, ouais, on l'a vu bah, à tout niveau, hein. Au niveau des qualités de compétition, des lieux de compétition. Ok. C'est comme je te disais, on a commencé, moi, les premières compètes, c'est vraiment pas une blague, on était sur des parkings délaissés comme des chiens, mais vraiment, hein, c'était... je me rappelle de compètes qu'on avait fait il y a longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, le Grand Prix des Pyrénées, un gros Grand Prix de bodybuilding dans le sud. On avait fait le strong, on avait été mis sur le côté, sur le parking, entre les poids lourds de la régie, comme des clodos. Une petite dédicace aux orgas. Pareil, on avait fait une compète aussi une fois en parallèle, une compète de CrossFit dans un stade à Strasbourg. Donc on se dit putain, on est dans un stade et tout. Bon, on avait été remis entre les toilettes et les vestiaires sur un bout de piste. C'est Euh, irrespectueux. bah, des fois, ouais, franchement, il y a une dizaine d'années, je pense qu'aujourd'hui, tu me reproposes et j'arrive sur un lieu où c'est une compète comme ça, je dis bah au revoir, je la fais pas et on fait pas la compète. On était vraiment pris pour ouais, des merdes des fois. Donc ça a bien évolué. Aujourd'hui, tu vois, on est présent dans les plus gros salons français. Il y a des compètes de strong au Fitex à Paris, il y a des compètes de strong au salon de Toulouse, au salon de Lyon, à Tarbes. Donc ça se développe énormément. On a beaucoup de visibilité quand même sur les réseaux via bah, moi, Tengo, qui est une grosse communauté. Donc ça aide beaucoup aussi. On est présent. Il y a de plus en plus de médias, on va dire traditionnels, tu vois, les chaînes de télé, radio qui s'intéressent à nous. Alors c'est pas toujours bien fait ce qu'ils proposent, on va pas se mentir, mais des fois c'est même très mal fait. On a déjà eu quelques exemples de reportages où ça aurait été mieux s'ils n'avaient pas été faits. Mais voilà, ils s'intéressent à nous
Et bah, les sponsors, tu vois, c'est con, mais c'est des sports sans sponsor, ça peut pas exister, tu vois. Faut des moyens, faut des finances pour faire vivre une discipline. Et là, on en a de plus en plus et des gros sponsors. Donc ça fait plaisir, ça évolue. Ok. Donc il y a quand même eu un tremplin aussi avec l'avènement des réseaux sociaux. Ouais, oui. Je sais que tu es pas mal sur les réseaux, tout comme Tango d'ailleurs, Ouais. que j'ai vu sur les réseaux. Est-ce que tu as une stratégie de com au travers des réseaux sociaux? Est-ce que tu es accompagné pour ça ou est-ce que c'est vraiment au feeling? Pas du tout. C'est- Désolé pour ma toux que j'ai depuis tout à l'heure, la Pas clim de m'a souci. défoncé la gorge. Non, j'ai pas du tout de stratégie. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'au début, j'étais pas du tout fan des réseaux sociaux. Je voulais même pas être dessus. C'est ma femme qui m'avait forcé même à créer un compte Instagram. Moi, au début, j'étais juste sur Facebook. Je balançais deux, trois trucs de perf sur YouTube des fois. Au début, moi, j'étais pas fan. Je voyais pas l'intérêt de ces choses-là. Et la première chose qui m'a fait un peu changer d'avis, c'est quand bah, Thibaut Inchep est venu chez moi faire un entraînement. Ok. Faut savoir qu'au début, je voulais pas le faire. Ah ouais? Oui, j'étais pas fan. C'était pas mon délire, les réseaux, les trucs. Et en fait, quand Thibaut m'a contacté, tu vois, j'étais pas sûr. Je dis, ouais, j'aime bien le personnage, ce qu'il fait, mais il a déjà fait des trucs avec des Strong. Bon, euh, j'étais pas chaud, tu vois. Et c'est pareil, c'est ma femme qui m'a dit, ouais, ce qu'il fait, c'est quand même bien, tu vois. C'est Hmm. qualitatif quand même. Donc j'ai accepté et j'ai vu bah, l'impact que pouvaient avoir les réseaux sociaux sur la visibilité, que ce soit de moi, de mon image, de mon sport, et bah du coup des sponsors aussi. Et c'est là où je me suis dit, il y a quand même un truc à faire là-dessus, d'essayer de développer au maximum ces réseaux, ces visibilités via des collabs, YouTube, etc. Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé. Après, sinon, pour répondre à la question, non, j'ai personne qui m'aide, j'ai pas d'agent, je fais tout moi-même. Sur certaines vidéos, je fais intervenir des vidéastes et des monteurs pour les faire. Ouais. Mais sinon, non, je gère tout moi-même, ce qui est peut-être une erreur. Il faudrait peut-être que je songe à, à être aidé de quelqu'un. Si ça fonctionne. Pour le moment, ça fonctionne comme ça. Je les développe, donc depuis que j'ai commencé, j'ai toujours eu une phase croissante. Là, j'ai ajouté à ça mon site internet perso il y a quelques mois pour développer aussi tout ce qui va être coaching, séminaire, etc. Hmm. Donc, c'est du boulot, mais ça y va petit à petit. Ça nécessite du temps Ouais, c'est de du tout temps, mettre hein, en faut du temps place. quand même, ça. On croirait pas, mais ça prend du temps. Ouais. Ceux qui le font pas ne peuvent pas s'en rendre compte. Et Non, est-ce que tu rencontres des haters sur les réseaux sociaux? j'en ai pas tant que ça. Franchement, ça va. Alors t'as toujours parfois des commentaires un peu critiques. Bon, t'as des commentaires aussi d'insultes, hein, faut pas se mentir, t'en as quand même, hein. Alors, c'est ce qui est marrant quand même, mais j'ai déjà écouté beaucoup d'interviews, on a un peu tous le même truc. Très souvent, les haters, les commentaires que je vais avoir très négatifs, c'est jamais des comptes où il y a le vrai nom, prénom du mec et la photo. Ouais. C'est Oui, c'est des souvent quand comptes. même des noms farfelus ou des comptes où il n'y a pas de photo ou des comptes qui sont, c'est en privé, tu peux en avoir. Étonnamment. J'ai Des gens jamais eu qui un mec dans t'assument la pas. rue qui m'a dit ce que tu fais c'est de la merde, etc. C'est jamais arrivé. Donc, mais je crois que c'est tout le monde ça. Tous ceux qui sont sur le réseau vont avoir cette réflexion. Et après, j'ai envie de te dire, là, souvent les plus gros haters que j'ai, c'est des gens que j'ai connus et côtoyés même. Ouais, ça c'est plus dur. Autant l'anonymat, on s'en fout, c'est personne. Si c'est des gens que tu apprécies, Non, justement, non, parce que j'ai vraiment deux personnes en tête où je sais que eux, ma visibilité, mes perfs et les compètes que je fais les rendent fous de rage. Vraiment. Mais c'est des gens que j'ai jamais appréciés, en fait, que dès le départ, on s'est rencontrés dans le milieu. Je me suis dit, ouais, ceux-là, il y a un hic. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, bon. Mais ouais, j'en ai deux, là. Ces deux-là, ils sont pas mal. Ils sont assez drôles, des fois, même. ouais, chacun fait son parcours, hein.
Voilà, ouais. Bah, il y en a pour qui le parcours il est resté sur place, mais bon, c'est ça qui les fait chier. Alors, on assimile souvent le strongman à un sport de force absolue, mais quelle est la part de technique dans cette discipline? Est-ce que ce sont forcément les plus forts qui gagnent? Bah, ça va avec, en fait. Si tu veux être fort sur le mouvement, il faut que tu sois technique. Ok, C'est c'est vrai que quand on le regarde d'un œil extérieur, souvent on va se dire c'est un truc de bourrin. Mais si t'as pas la technique, la bonne exécution, forcément tu vas être moins performant que quelqu'un qui aura ça. Ça a été bah, mon cas au début, tu vois. Au début, j'avais des perfs sur les mouvements de base de musculation qui étaient bah, parfois supérieurs à des gens que j'ai affrontés sur mes premières compètes, mais qui m'ont battu parce que ils avaient l'aspect technique du mouvement et que moi je n'avais pas. Donc ça, ouais, ça fait partie du jeu. La technique, c'est très technique hein, sur des mouvements, on ne croirait pas, mais il y en a beaucoup. Hein. ouais, d'où l'importance de s'entraîner avec du matériel adapté. Avec le matériel, ouais. Et je pense notamment au soulevé d'Atlas Stone, là, donc les énormes sphères en Ouais, béton. Euh, je ne saurais même pas comment appréhender ce mouvement. prise, ouais. Euh, Mm. c'est un truc où tu vas t'aider principalement des jambes, où tu vas venir la coller à toi et basculer en arrière. Non, faut Quelle est l'astuce? la première chose, ça va être tes bras, en fait, qui vont servir d'étau pour venir D'accord. comprimer la stone. Tu vas venir la soulever, la poser sur tes genoux et après l'enrouler sur toi. Donc ouais, c'est très technique ça comme mouvement. Ok. Très Et il y technique. a des petites astuces. Je sais par exemple qu'on utilise en handball, on met de la résine sur Mm. le bord des chaussures qu'on vient se mettre au niveau des mains pour bien Ouais. accrocher la balle. Est-ce que vous utilisez ce genre de Alors, on méthode? utilise, alors nous, au début, on utilisait de la résine de handball, mais maintenant, les marques ont développé des résines beaucoup plus résistantes, Ok. ce qu'on appelle du tacky dans le jargon. Donc ça, ouais, on en met. Sur les stones, on met de la résine. Ok. Et ça fonctionne bien? T'as pas eu de mauvaises expériences, genre la barbe qui s'accroche dedans? Ah si, ça m'est déjà arrivé, ça. Ouais. La barbe qui reste collée sur la stone, et quand tu retires, tu vois, il y a des poils dessus. Ça fait partie du jeu. Parce que, ouais, les résines pour les strongs sont assez fortes. Hein. Ça, ça, ça change énormément de choses avec ou sans résine. Plus efficace que de la cire. Ah bah oui. Comment est-ce que tu planifies tes entraînements et comment est-ce que tu gères ta charge d'entraînement? Alors ça dépend. Bah, ça va être différent dès que j'ai les épreuves d'une compétition. Euh, en dehors de ces périodes où j'ai pas je connais pas les épreuves, mon entraînement va être vraiment orienté sur les mouvements de base, musculation, squat, deadlift. Alors le coucher, j'en fais plus du tout, mais tout ce qui va être mouvement de overhead, donc développer debout, etc. Après, bon, tu as tous les mouvements d'assistance dessus. Hors saison, je fais quand même une séance de spécifique par semaine où je garde les mouvements, on va dire, les plus récurrents en strong, du yoke, farmers, stone, log. Et après, une fois que je m'approche de la compétition et que je connais les épreuves, là, bah, du coup, je passe à deux séances spécifiques par semaine euh, de mouvements de strongman orientés sur la compétition. Et sur les séances que je fais en musculation, bah, pareil, ça va être orienté pour performer sur les mouvements que je vais avoir en compète. Ok. Et après, en termes de charge, euh, bah ça, pareil, ça évolue avec l'âge, hein, malheureusement. Tu vois, je peux plus m'entraîner aussi intensivement que il y a 4 ou 5 ans en arrière. Mais en soi, c'est pas Ce qui est dramatique. Je normal. me rappelle, c'était Marc Voulios qui avait dit ça. Il a dit, plus tu es fort, moins tu as besoin de t'entraîner. Et c'est vrai, parce qu'au final, actuellement, ces 2 dernières années, mon volume d'entraînement, bah, c'est pas le volume que j'ai eu le plus important de toute ma carrière, mais pourtant, c'est là où j'ai eu les perfs les plus élevés. Donc, du coup, j'essaye de répartir. C'est peut-être pas avec les mêmes charges non plus. Et c'est pas les mêmes charges. Et du coup, c'est ce que j'allais te dire. Pareil, tu vois, l'exemple le plus frappant, c'est le deadlift. Je fais du deadlift lourd que une fois toutes les 2 semaines. J'en fais pas toutes les semaines. D'accord. Alors, si je fais du deadlift tour en semaine A, la semaine suivante, je vais faire du deadlift, mais ça va être soit un travail technique ou un travail de vitesse ou de placement.
mais je vais pas faire 2 semaines d'affilée de lourd sur le deadlift. Sinon, Ok. en termes de récup, ça va être beaucoup trop long. Et quelle est un petit peu du coup ta semaine type en entraînement et ta journée type? Comment est-ce que tu t'organises? Les périodes d'entraînement, c'est 5 à 6 entraînements par semaine. Très souvent, je commence la semaine par les jambes, tout ce qui va être mouvement D'accord. de squat, poussée. Ensuite, je vais avoir une séance plutôt ce qu'on appelle muscu un peu général, pec, bras. Je vais intégrer du grip dedans. Ensuite, je vais faire ma séance d'overhead, tout ce qui va être au-dessus de la tête, développé, push press, log, axe, dumbbell selon les objectifs. Ok. Ensuite, j'ai une séance orientée deadlift et ensuite je refais une séance orientée spécifique. Ok. Et parfois, il y a une sixième séance qui s'ajoute en fonction des périodes si besoin dessus. Donc on est plutôt sur un entraînement par jour. Ça arrive Voilà. que tu doubles. Ça peut arriver. Alors si je double, ça va être vraiment un entraînement le matin. Moi, je m'entraîne plutôt le soir. D'accord. Si je double, c'est que je vais faire un entraînement le matin qui va être plutôt orienté soit sur de la vitesse, de l'explosivité, de la mobilité ou du Ok. cardio parce qu'il en faut. Donc voilà, mais ça sera pas 2 séances de muscu pur et dur par jour. Ok. Et à l'approche des compétitions, donc tu fais deux séances spécifiques. Donc c'est-à-dire que tu t'orientes sur les mouvements de la compétition, Ouais. peut-être avec les charges de la Mhm. compétition. Est-ce qu'il y a d'autres particularités à l'approche de la compète? Sur l'entraînement, non. Après, bah, c'est une planif logique comme en force athlétique, hein. Tu vas essayer de monter à un pic et après redescendre en deload pour arriver le jour J frais, on va dire. Ok. Après, moi, vu que je suis en poids lourd, j'ai pas de diète, etc. Je vais essayer de me maintenir à mon poids de forme, 160, 162. Mais tu vois, j'ai pas de les athlètes qui vont être Ok. en catégorie moins de 105, 90, 80, eux vont avoir l'aspect diète à gérer, moi non. Ok. Et ton poids de forme, du coup, donc 160, 162, Ouais, c'est le poids idéal entre tes performances en force et les performances sur les exercices plutôt orientés cardio. ouais, c'est ça. Si t'as déjà essayé d'être plus bas et plus haut pour voir ce que ça donne? Alors oui, j'ai essayé, le plus lourd que j'ai pesé, c'était 173 kilos. Ok, Et c'était, bah, clairement, tous les mouvements en déplacement étaient compliqués. Dès que c'était un peu cardio, c'était fini. Donc, c'était pas le bon compromis. Et plus léger, bah, du coup, oui, mes perfs sur les mouvements statiques étaient un peu en dessous. Euh, Là, ça fait quelques années maintenant que mon poids de forme, c'est 160, ouais, c'est que je suis resté, que je me suis stabilisé, on va dire, à ce point-là. Donc, il y a des petites variantes des fois, tu vois, en fonction de l'état de forme, etc. Mais ok. 160, c'est le poids où je me sens mieux. C'est le meilleur compromis en fait. Ouais, ouais. Est-ce que tu as rencontré des plateaux de stagnation, voire de régression de tes performances au cours de ta carrière? Alors, régression, hormis blessure, forcément. Oui. Non. Euh, Plateau, stagnation, oui, qui ont été très longs même, qui ont pu Ok. durer des années. Le deadlift est vraiment l'exemple le plus parlant. Je pense que je suis resté sur des perfs aux alentours des 380 facile pendant 3 4 ans euh, avant de passer au-dessus. Pendant des années, je bloquais, je stagnais à ce point-là. J'arrivais pas à aller au-dessus. Mais c'était dans ta méthodologie d'entraînement où tu as axé quelque chose ou c'était une barrière psychologique? Les deux, les deux, il y avait l'aspect psychologique, sûrement d'appréhender la barre à 400 kilos. Et j'ai changé un peu aussi bah, l'aspect méthodologie d'entraînement. Bah, c'est ce que je te disais il y a 5 minutes. C'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup plus de lourd. Là, paradoxalement, pour passer mes meilleurs perfs au deadlift, je me suis entraîné moins lourd à l'entraînement. J'ai fait, bah, quand je te disais, au lieu de faire 2 semaines, 2 séances, enfin une séance par semaine de lourd, je suis passé à une toutes les 2 semaines sur le deadlift. Et je suis passé sur une planification où je faisais quasiment
pas de max pendant la planif, tu vois. Je testais jamais mon 1 RM en entraînement. Je fais toujours des 2, des 3 RM, mais je ne testais pas mon max. Ok. Bah, Donc des fois, de décharger, ça peut aider. ouais, tu vois, quand j'ai passé 422,5, j'avais fait une préparation bon, c'était 8 ou 10 semaines pour préparer cette barre. Ma charge la plus lourde à l'entraînement sur 422,5 pour préparer ça, c'était Hmm. 395. Ouais, ça fait un beau delta, Voilà, quand même j'avais quasiment fait 30 kilos. c'était un doublé à 3,95. Je m'entraînais beaucoup sur des triplés entre 3,80, 3,85. Et j'avais pas passé la barre des 400 dans cette phase de préparation. Et ça a Ok, marché. c'est Bah, quand super tu regardes intéressant. Thor, pour préparer sa barre à 505, sa barre à l'entraînement la plus lourde qu'il ait tenté dans cette phase de préparation, c'était 480. Ok. Ce qu'il faut, alors ça, que les gens comprennent pourquoi on fait ça, c'est quand tu fais des deadlifts très lourds, plus de 400, derrière, tu as des incidences et une phase de récupération qui est très longue. Quand j'ai passé 422,5, je pense que physiologiquement, nerveusement, il m'a fallu 2 semaines pour retrouver un état normal. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Il y a, arrivé à des performances comme ça, on n'est plus sur des ratios en pourcentage de RM. Quelqu'un qui fait Non. son maxi à 200 kilos, c'est pas la même chose sur l'impact sur le corps, physiologiquement parlant, que quelqu'un qui fait un maxi à 400 kilos. Même si en proportion de leur rapport de Oui, c'est force, ça, mais on pourrait penser la même chose, mais c'est pas le même impact, c'est pas la même charge, c'est pas la même contrainte mécanique, donc ce sera pas la même récupération. non, physiquement, tu le Euh, sens. J'avais après les 422, tu vois, j'avais le dos qui était tendu de fou, j'ai des vaisseaux sanguins qui ont pété partout sur le visage, dans les yeux, j'avais un œil à moitié rouge complet. ah oui, carrément. Euh, donc ouais, non, il y a des incidences, même tu te sens dans un état de fatigue qui est... Tu sais, si la plupart des mecs qui tentent 500 kilos dans le strong au monde, après, sont obligés de prendre une pause de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est qu'il y a des raisons, surtout sur le deadlift quand même. C'est un C'est pas mouvement anodin, hein. qui est assez corrosif quand même pour le corps dès que tu tapes lourd, hein. Ouais, ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un malaise suite à un mouvement très lourd, comme on a pu le Euh, voir avec Eddie Hall? oui, ça m'est déjà arrivé, alors pas au stade d'Eddie Hall, mais de voir d'un seul coup un blackout ou des étoiles, ouais, ça oui. Ça m'est arrivé, pas sur le deadlift, surtout sur des mouvements, j'avais fait la route Conan, c'est bah, comme les profs de Conan le Barbare. Tu Ouais, décolles un axe et tu tournes autour d'un point fixe. Donc tu as un truc qui est en appui sur toi, que tu tiens comme un Zercher squat. Et ça m'était arrivé au Portugal, d'un seul coup, je décolle, je marche et extinction. Plus de lumière, voile noir, étoile. Et la chance que j'ai, c'est que je retombe sur la machine, donc je m'écrase pas comme une merde au sol, ça va. Mais j'ai eu la ouais, phase, ouais, d'un seul coup, plus rien. ouais, le cerveau qui déconnecte. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et suite à des compétitions, donc tu as dit tout à l'heure que tu étais extrêmement fatigué et que le ressenti était dur. Qu'est-ce que tu mets en place pour optimiser ta récupération? Alors moi, j'ai eu la chance, on va dire que dès que j'ai arrêté le rugby, j'ai gardé le kiné du rugby, donc ce qui fait que depuis au moins une dizaine d'années, je fais toutes les semaines une séance de kiné, quoi qu'il arrive. Comme ça peut être D'accord. massage, étirement, mobilité, gérer les petits bobos à droite à gauche. Donc ça, je maintiens toujours du kiné toute l'année. Et après, bah du coup, une compète, ouais, forcément, l'entraînement, tu vas l'adapter. Euh, Moi maintenant, je me laisse, en général, après une grosse compétition, je me prends au moins 4 5 jours de repos complet. Je fais rien. Mais ça, pareil, c'est dû D'accord. à l'âge, tu vois, ta récup n'est plus la même. Il y a 10 ans en arrière, je pouvais faire une compète le samedi et dès lundi me rentraîner quasi normalement. Ça posait pas de problème. Là, maintenant, c'est plus possible. Ok. Donc tu as adapté aussi hein, en fonction de ton âge. Ah bah oui, bah, de toute façon, t'es obligé d'adapter parce que le corps va te dire, il va te faire sentir que c'est pas pareil. Je
Tu vois, t'as quel âge, toi, Kevin? Moi, j'ai 31 ans. Ah oui, t'es encore tout neuf. Oh. Mais tu vois, moi, je l'ai senti, les petites différences. 38, ça a commencé à me dire, non, il faut plus de repos. Ouais, Donc, il faut ouais, adapter. ouais, c'est clair. Et donc, tu as dit que tu étais suivi par un kiné Hmm. pour faire un petit peu un aspect préventif. Ouais. Mais est-ce que dans tes entraînements quotidiens, tu mets du travail de prophylaxie en quelque sorte? Je sais qu'on peut pas prévenir la blessure, mais essayer de limiter le risque de blessure par un entraînement spécifique. Est-ce que tu en fais? Si, si, oui, oui, j'essaye maintenant depuis pas mal d'années même d'intégrer dans mes entraînements, soit en début, soit en fin de séance, des petits exercices qui vont me préserver ou prévenir certaines blessures, tu vois. Euh, je sais que nous, pour le strong, des fois, vu qu'on a des gros gabarits, c'est la mobilité qui peut être problématique et qui peut être cause de blessure. Hein. Si t'es trop raide, ça va être compliqué. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé pour passer le cap au deadlift, hein, tu vois, tout con, mais de travailler ma mobilité de hanche et de cheville m'a aidé à performer. Parce que du coup, j'ai pu optimiser ma position et avoir une meilleure technique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, oui, j'en fais. Hein. Ok. Et on Je fais pourrait même des croire abdos pour ceux que qui le posent la strongman question. est un sport pour l'esthétique, pour la plage. Oh non, ça va, j'en fous. Je plaisante, dedans. On pourrait croire que le strongman n'est pas un sport cardio. Moi, je pense le contraire, parce que transporter une énorme charge d'un point A à un point B en un minimum de temps, ça requiert des qualités aussi cardiovasculaires. Est-ce que tu fais un entraînement spécifique pour entraîner ta composante cardio-respiratoire? Ah oui, je le fais, mais sur du spécifique strong. Tu vois, D'accord. je vais pas faire du vélo pendant 1 heure, je vais pas faire, je vais pas aller courir. Mais des fois, j'ai des exercices spécifiques sur le strong pour développer mon cardio. Je le fais souvent, moi, avec un sled, tout simplement. Hein. Tu vois, où je mets une charge, je pousse, je le fais en aller-retour, en fractionné. Ok. Ou avec des stones, mais assez légères, pareil. Le pneu, pareil, retourner un pneu, tu vois, plusieurs fois. Ça, tu peux travailler ton cardio. Mais ouais, on en a besoin, parce qu'on a des épreuves cardio. Et aussi, le cardio va te permettre de récupérer plus facilement entre chaque épreuve. Faut se dire, si on a une compète où on a 5 épreuves, faut être capable d'être performant de la première à la dernière. Et ce qui fait que tu vas récupérer entre chaque épreuve, ça va être tes capacités cardio. C'est clair. Donc plutôt un entraînement spécifique et non pas dédié uniquement Oui. à Voilà, faire ça. du vélo, de la salt Mm. bike ou autre. Euh, on parlait tout à l'heure donc de ton poids, donc tu as un poids idéal pour performer aux alentours des 160 kilos. Poids qui n'est pas facile de maintenir hein, parce que je suis aussi diététicien nutritionniste, donc ça doit représenter des quantités énormes de nourriture par jour. Comment est-ce que tu organises un petit peu ton plan alimentaire pour maintenir ce poids et tout en réussissant à t'entraîner parce qu'il n'y a rien de pire que de s'entraîner après avoir ingurgité une grosse assiette. La chance que j'ai, je sais pas pourquoi, ça va être mon métabolisme qui est comme ça, c'est que moi, je prends du poids facilement, que ce soit en bon ou en mauvais. Je mange facilement. Donc, je connais des athlètes en strong, toi, qui se forcent à manger pour avoir leur quantité suffisante de nourriture. Moi, c'est pas mon cas. J'avais déjà fait le calcul avec un de mes anciens coachs. On était aux alentours des 6000 calories par jour, qu'on répartissait, pareil, selon les périodes, entre 5 et 7 repas par jour. Donc, c'était plutôt 3 vrais repas et le reste, c'est des collations. Mais voilà, on répartissait. Donc là, en ce moment, ouais, c'est à peu près ça. Je dois être sur 5 6 repas par jour. Donc 3 gros repas et 2 ou 3 collations réparties dans la journée, du matin jusqu'au soir au coucher. Et après, j'ai pas de réel plan alimentaire. Ok. J'ai faim, je mange. Et tu ressens la faim ou tu manges par habitude? Ah, je ressens la faim, ah oui.
Ok. Ah, si, si. Mais c'est vrai que peut-être ça serait un point d'amélioration. Ça fait des années que je le dis, mais je l'ai jamais fait. D'avoir un suivi avec un professionnel de la diète. Euh, je pense que ça pourrait améliorer les perfs. Après, j'aime trop la bouffe quand même. Bah, l'avantage qu'il y a, c'est que quand tu dois ingurgiter 5 à 6 000 calories par jour, euh, même si la base solide, ça doit être des aliments sains, Hum. tu peux te permettre quelques excès. À partir du moment où ça vient pas troubler tes entraînements et que tu le digères bien, c'est pas aussi drastique que ça pourrait l'être pour ceux qui sont dans le monde de l'esthétique, que ce soit les Hum. bodybuilders ou ceux qui sont dans les sports de combat et qui doivent gérer des catégories de poids. Hum. Là, de toute façon, tu es dans la catégorie la plus haute, tu es au-delà Oui, il n'y a pas des... au-dessus. C'est Ouais. 120 kilos, Ouais. c'est ça? Il n'y a pas au-dessus, Non, donc 105. que tu fasses 160 ou Ouais. 200 kilos, 105, pardon. Ouais, peu importe. Donc que tu fasses 160 ou 180 kilos, après tout, peu importe. Ouais, L'idée, c'est de trouver le poids sur lequel tu es le plus performant. c'est ça. Hum. Donc, bon, on parle bien évidemment donc, du poids pour les meilleures performances. Mais bon, 160 kilos, c'est pas commun dans le commun des mortels, on va dire. Euh, Est-ce que c'est pas un handicap social dans une société qui est basée sur un poids moyen de 70 kilos? Oh, non. Ah, je sais que c'est la mode. La lutte contre la grossophobie. Body positive, c'est ça qu'ils disent? Le body positivisme, ouais, c'est ça. Non, parce que J'ai pas vu la distinction entre une artère body positive et... non, non, non. En fait, moi, je l'ai choisi d'être comme ça. Je l'ai choisi d'être comme ça. Bon, après, ceux qui sont gros, ils l'ont choisi aussi, hein. Et si tu bouffes des gâteaux toute la journée, viens pas nous dire que c'est de la faute de je sais pas quoi. Non, je l'ai choisi d'être comme ça. Donc, au final, j'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps parce que j'avais été dans un parc d'attractions avec mes enfants. Et justement, j'avais trouvé ça drôle que je pouvais monter dans quasiment aucun manège. Ah ouais, les limites de poids pour les parcs d'attractions. Ah, j'avais pas pensé à En ça. fait, c'est la première fois que je voyais ça. C'est vrai que je vais pas souvent dans les parcs d'attractions, mais là, j'en ai fait un en plus vers chez moi en Normandie. Et ouais, 90% des manèges, je pouvais pas les faire parce qu'il y avait des limites de poids. Max 80 kilos, max 100 kilos. Donc, tu vois, en plus, c'était des poids pas non plus élevés. Donc, le mec qui fait du rugby ou du judo en poids lourd, bah, c'est foutu pour lui, quoi. Après, ceux qui sont en mode gros body positive, bah, tant pis pour vous. Mais donc, j'avais trouvé ça étonnant. Alors, inversement, en plus, je suis allé il y a 2 semaines, on est parti en vacances avec ma femme et les enfants en Hollande. On a été faire un parc d'attractions là-bas. J'ai pu monter dans absolument tous les manèges. Aucun problème. Ok. Donc, bon, à part, Donc à part ce petit problème-là, non, sinon, bah, tu galères à t'habiller. Donc, ouais. heureusement qu'il y a des marques de sport ou de vêtements quand même grande taille. Donc, mais pour s'habiller, c'est pas facile. Euh, Oui, parce que quand la taille passe, les cuisses passent pas. Il y a aussi mais le ouais, pour côté les pantalons, différent. souvent, c'est ça le problème, c'est les mollets et les cuisses. Pour les chemises, bah, tu peux trouver des chemises même dans les magasins grande taille, mais le problème, ça va être les bras. Ah, Donc, ça c'est t'arrache les chemises. c'est assez compliqué. Après, moi, j'ai la chance d'avoir pas mal de sponsors, donc du coup, ils me fournissent en vêtements de sport. Et je vais souvent, ouais, je vais quasiment tous les ans aux USA. Donc du coup, je peux m'habiller là-bas. Là-bas, t'as pas de problème pour te saper. Tu trouves des vêtements grande taille sans problème, même des vêtements grande taille dans les marques standards qu'on a chez nous, hein. Mais c'est juste qu'en Hmm. France, tu vas pas les trouver. Donc ça, non, il n'y a pas de souci. Là où c'est galère, souvent, c'est l'avion. Moi, je voyage beaucoup. Euh, je voyage beaucoup. Après la chance d'aller dans 90% des cas, les gens, le personnel de bord, les hôtesses ou stewards sont super cool, tu vois, ils voient bah, que toi, tu vas être en galère, ils voient que les gens à côté de toi vont être en galère. Euh, donc franchement, 9 fois sur 10 dans les avions, les hôtesses s'arrangent toujours pour me placer à un endroit où il y aura personne à côté de moi. En business.
Alors, les seules fois où je suis allé en business, c'est quand je me suis blessé et que j'ai dû être rapatrié. Ah merde. Ah oui. Bon, en soi, oui, heureusement, mais Ah bah, il y avait ouais, pas de je choix. me mets quand même à la place du passager qui doit te voir arriver dans l'allée de l'avion. Bon, ça va. Après, tu vois, le fait que on ait une apparence bah, quand même musclée, balèze, je sais pas, ça passe. J'ai l'impression que ça passe mieux, les gens. Euh, Oui, parce qu'ils se disent j'ai c'est dans jamais un eu dans, cadre sportif. ouais, ouais, j'ai jamais eu dans l'avion, tu vois, quand je monte une personne qui m'a dit, enfin voilà, ça s'est jamais mal passé avec les gens à côté de qui je me suis assis en fait. Ok. Alors je pense que si j'avais été un obèse, peut-être que le regard aurait été différent. Donc là, j'ai jamais eu ce problème. La plupart du temps, on me déplace, mais ça se passe bien, tu vois. Mais c'est vrai que si on peut pas me déplacer, le vol peut être compliqué. Ouais. Ça évite qu'il y en ait deux à côté de toi qui voyagent dans le siège et non pas sur le Bah siège. ouais, c'est ça, parce qu'en fait, moi, je dépasse du siège des deux côtés. Donc c'est pas facile, tu vois. La seule place où je peux être à l'aise, s'il y a du monde, c'est côté couloir. Côté hublot, bah je peux pas parce que sinon je vais être comme ça. Ouais, Et si je suis au milieu, bah les deux personnes vont être emmerdées. Mais bon, la plupart du temps, franchement, les hôtesses, ils sont cool. Ils ouais, trouvent toujours une place pour que je sois bien. ils sont arrangeants. Oui, oui. Tu disais que tu avais voyagé en business suite à un rapatriement pour blessure. Donc je sais qu'il y a un peu plus d'un an de ça, tu as vécu plusieurs blessures d'ailleurs. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé? Bah là, j'ai passé une année de merde à faire que de blessure sur blessure. Euh, Ça a commencé en novembre 2023 exactement. D'accord. Saison 2023, je fais probablement la plus belle saison de ma vie. Je gagne l'homme le plus fort de France. Je fais deuxième au Ragnarok Games à Miami. Je suis premier français et seul français encore à faire les Siberian Power Show. Je fais des bons classements en SCL, des belles perfs, pardon. Et du coup, en novembre, je commence mes blessures. Par un petit truc, je me fais une déchirure sur le faisceau moyen, 6 centimètres au pec. Ok. Bon, euh, bon, c'est pas dramatique, tu C'est vois. c'est C'est, déjà énorme, hein, 6 centimètres. ouais, 6 centimètres ouais, sur le faisceau moyen. Donc, je récupère, kiné, etc. Je reviens. Début 2024, je reviens bien parce que je fais mon record de France au soulevé de terre à 422,5. Ok. Euh, un mois après, je pars en Martinique, faire une Strongman Champions League. Et première épreuve, je me pète le mollet. En fait, je me fais une blessure, je sais plus le nom exact. En fait, j'ai l'aponévrose entre les gastronecmiens et le solaire qui s'arrache. Donc en gros, j'ai mon jumeau interne qui remonte un peu, qui se décolle, tout simplement. Euh, Mais t'as pas eu de déchirure du tendon d'Achille? non, non, non. Ok. Alors, C'est j'ai eu peur vraiment hein, que quand ça en a interne. craqué, parce que quand j'ai entendu le craquement, c'est le premier truc que je me suis dit. J'ai le tendon, tu vois, je touche, je me dis ah non, il est encore là. Et du coup, donc c'est une blessure qui arrive souvent apparemment au tennis. Ils appellent ça un tennis leg. Voilà, je cherchais le nom, putain. Un tennis leg qui arrive Ok. souvent aux appuis en fait, et du coup ton gastronecmien se décolle du solaire. Donc ça se remet plutôt bien, hein, et c'est là mon premier rapatriement en business class. Ah, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais oui, oui, là je me suis fait rapatrier de Martinique à la France en business avec Air France. Donc j'ai D'accord. découvert la business. Limite, je me suis dit, je suis à deux doigts de me blesser à chaque compète. Vas-y, raconte, moi je connais pas. Non, franchement, encore là, c'est la business Air France. Parce que deuxième Ok. blessure, je suis passé par la business de Emirates. C'est un Ok. autre monde. Déjà, business Air France, franchement, t'es bien. T'as un siège, tu peux t'allonger complet, télé, t'as une grande télé, la bouffe, enfin, ouais, c'est top. Le service et franchement, c'est sympa. On va pas se mentir, après, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ça pique. Mais, euh, mais ouais, c'est sympa. Donc, tu vois, je récupère de mon mollet et donc je repars. Donc, je fais quand même la compète en Russie. J'ai été réinvité sur deux compètes en Russie.
si bien de power show, donc c'était un peu difficile parce que c'était juste 6 semaines après la blessure, donc c'était un peu short. D'accord. Et au mois de juin, je refais une compète à Saint-Pétersbourg. Je fais un bon classement en plus, je suis plutôt pas mal. Je fais des bonnes perfs, je suis quoi, assez content. Et je me dis, bah là, je suis en bonne voie pour fin 2024. L'objectif, c'était de faire les World Strongest Man en Master. La compète Mm. était à côté de Chicago, je crois que c'était début décembre ou fin novembre, je sais plus. Et je me dis, tu vois, en préparation à ça, je vais quand même faire un truc entre deux, vu que j'avais prévu de pas faire le championnat de France. J'ai eu une invitation pour partir faire une compète à Singapour, en début octobre. Donc je me dis, vas-y, bah dans le cadre de la prépa, ça va me faire du bien, toi, de faire au moins une compète. Je vois que le niveau est plutôt sympa. Je me dis par rapport à mes perfs, il y a peut-être moyen aussi que je gagne ou que je fasse un podium sur cette compète. Donc je dis vas-y, let's go, j'y vais. Bah, le premier jour se passe plutôt bien. Je fais un record de France au deadlift à l'axe d'ailleurs, à 380. Donc à l'axe, c'est une grosse barre rigide. Et le lendemain, t'as une épreuve où il fallait épauler une pierre naturelle et l'amener sur ton épaule et la Ouais. maintenir. À ce moment-là, en fait, je la fais une première fois, je veux faire une deuxième répétition. Et à la deuxième répétition, en fait, je sens mon genou craquer et la pierre tombe sur le pied. Oh non. Ah, Oh si. non. Mais en plus, tu peux même pas la retirer. Ça veut dire que elle te broie le Ah non, pied et elle a roulé la pierre. elle a C'est pareil. ricoché dessus. Elle a roulé ou elle est restée? Elle a roulé, elle est pas restée sur le pied. Et Ouais, du coup, donc t'as mon radio entendu le tombe. bruit avant de sentir la douleur. En fait, au début, sur les premiers instants qui arrivent, tu vois, j'entends dans le genou que ça craque, donc j'entends vraiment un tac, vraiment un truc qui pète. Et au début, je sens pas le pied, vraiment au début. Ouais. Donc, tu vois, il y a les infirmiers qui arrivent, ils m'assoient sur une chaise. Euh, Tout le monde regarde mon genou. Je leur dis ouais, j'ai mal au genou. Mais je leur dis voilà, je suis pas teubé, je sais ce qui s'est passé, j'ai entendu le crack, je sais qu'il y a un ligament qui est parti. Un ou deux, tu vois. Au bruit, t'as l'habitude, tu vois, ça fait des années que tu fais du sport. Ouais. Tu sais ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure des minutes qui passent, je dis aux infirmiers qui étaient sur place, je dis par contre le pied, je commence à avoir mal. Là. Je commence vraiment à avoir une douleur forte, tu vois, je commence à avoir des nausées, mal de tête. Je lui dis c'est chelou, tu vois, j'ai jamais eu ça. Hein. Et en fait, ils enlèvent ma En fait, chaussure. le genou t'anesthésiait le pied, en fait. Tu te rendais pas compte que t'avais le pied abîmé pendant plusieurs minutes. Ouais, pendant plusieurs minutes, ouais, je vois pas. Et c'est au bout, ouais, peut-être de 10 minutes, on m'enlève la chaussure pleine de sang. Oh, Ouais, je me dis j'imagine. merde. Et là, il retire la chaussette et en fait, bah ça, je le sais pas encore, mais j'ai une fracture ouverte en fait au niveau d'un des orteils. J'ai ma dernière phalange qui a cassé et qui est passée par l'ongle. Donc du coup, ça a décollé l'ongle, mais je sais pas encore qu'en dessous j'ai une fracture ouverte. Donc on m'emmène à l'hôpital, toi à Singapour, on fait une radio, le mec là-bas que je vois à Singapour me dit bon voilà, sur le doigt, sur le pied, il y a 3 fractures. J'ai 3 doigts de pied cassés en fait, et j'en ai un, il me dit bah, c'est une fracture ouverte, il me dit la dernière phalange du troisième petit orteil bah, qui a traversé le pied et qui est passé sous l'ongle. D'où le fait que j'ai l'ongle décollé. Donc il me dit, bon il me dit le genou, il me dit c'est probablement un ligament croisé, il me dit ça, on peut rien faire sur place, ça sera dans plusieurs semaines chez vous en France. Et il me dit par contre, bah, il me dit le pied, il me dit je peux pas vous laisser partir comme ça. Bah oui. Hein. Je dis écoute, En seconde classe. vu comment ça me moche la gueule, je dis je serais assez content que tu fasses quelque chose. Tu m'étonnes. Et donc du coup je me suis fait opérer à Singapour le pied. Donc ils ont retiré l'ongle, ils ont replacé l'os, ils ont pas mis d'attelle sur le pied, y a pas besoin. Ils ont suturé et puis voilà tu vois. Et je suis reparti, je suis resté 5 jours à l'hôpital quand même là-bas. Et après j'ai été rapatrié en France du coup en business chez Emirates. Et là j'avoue Ok. le service est C'était là où ah ouais. c'est des bons souvenirs. Allez, si j'occulte le truc, ouais. Non, on va pas se mentir. T'as un service de ouf. On t'amène à l'aéroport, probablement on te pose à l'aéroport, j'ai toujours quelqu'un avec moi. D'accord. Toujours quelqu'un avec moi qui m'accompagne. Bah, du coup, t'es à l'Emirates Lounge à l'aéroport, donc
Autant te dire que niveau bouffe, boisson, t'as des trucs de ouf, c'est super bon. On vient te chercher, on t'amène à l'avion. Dans l'avion, t'as un espace de ouf, tu peux t'allonger complètement. Chez Emirates en business, t'as une hôtesse pour 4 passagers. Ouais, Donc c'est-à-dire que c'est j'avais vraiment à ta une hôtesse qui disposition. était juste là pour moi et 3 autres passagers. Du coup, à tes petits soins, tu vois, tu leur demandes. Et je me souviens, j'arrive, je fais Singapour, Dubaï, Dubaï, Paris. Franchement, les gens adorables dans l'avion, vraiment, ils t'aident à ton service, enfin, vraiment super, génial, tu vois, j'ai rien à leur dire, à leur reprocher, même dans l'avion, quoi, quand je monte dans l'avion de Dubaï à Paris, l'hôtesse qui était là me dit, vous voulez manger? Je dis, bah, je sais pas, vous avez quoi? Elle me dit, vous voulez quoi? Là, tu peux choisir. Ouais, non, mais elle me dit, C'est pas poulet, je poisson, sais poulet, pas, poisson. moi, habituellement, je mange du poulet, du riz, elle me dit, ouais, pas de problème. On vous apporte ça et il m'apporte une assiette avec du poulet au curry fait aux petits oignons, du riz. Ah, franchement, royal. Bon, 5000 Excellent. dollars le prix du billet, juste retour. Oui. Et Ça quand fait tu une belle arrives pub en pour France, bah, après, l'assurance. tu as le rappel à l'ordre. Ah bah, l'assurance, non, j'aurais pas fait une belle pub, moi, parce qu'ils m'ont lâché quand même, ces fils de pute. Euh, Mais non. si, si. Si, si. Ils ont dit t'es blessé, c'est ton problème, hein. Alors non, je l'avais déjà expliqué dans pas mal d'interviews. En fait, quand je me blesse, pourtant, ce qui est bizarre en Martinique, ça avait fonctionné parce que peut-être c'est la France. Mais à Singapour, en fait, donc je me fais opérer et t'as la mutuelle qui a pris en charge et l'assurance de la carte bleue. Tu sais, j'ai une visa premier Oui. et du coup, quand tu voyages, bah, il y a des assurances là-dessus. Donc ces deux choses-là avaient été mises en route. Et en fait, le lendemain de l'opération à Singapour, la mutuelle nous appelle et nous dit bah écoutez, on se désiste de vous parce qu'on estime que c'est une compétition professionnelle, donc c'est votre travail, donc c'est pas à nous de payer. Et t'avais pas une assurance responsabilité civile professionnelle? Non, 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 Non. non. Ah, Non. Et du coup, sale gros enfoiré. bah, quelques heures après, l'assurance Visa nous rappelle, nous dit bah pareil, on a vu votre mari c'est un athlète professionnel, donc c'est pas à nous de payer ses frais. Donc là, tu te retrouves dans la situation, tu es à l'hôpital, à l'autre bout du monde. Donc c'est vrai que j'ai ma femme qui a géré en France, parce qu'ils nous demandaient, bah du coup, tu avais 15 000 euros de frais de chirurgie, d'hôpital, de lit d'hôpital, etc. Il y en avait pour 15 000. Plus, fallait payer un billet de rapatriement, mais je pouvais pas être rapatrié en classe éco, parce que je pouvais pas allonger ma jambe, j'avais des béquilles. Donc Hmm. c'était galère. Donc en gros, il fallait que je sorte 20 000 euros. Ce qui est compliqué, hein. J'ai pas ça sur mon compte. Et donc du coup, la solution, Oui, bah avec, oui, c'est c'est sûr. ma femme qui a eu cette idée-là. On se dit, bah vas-y, j'ai une grosse communauté, on va faire une cagnotte. Donc je dis, ça me faisait chier, tu vois, j'aime pas réclamer de l'argent aux gens, ça fait chier, ça fout la honte. Donc je fais une Ah, mais là, c'est pas vidéo, le choix. ma femme fait la cagnotte, je suis plus sur le truc litchi, je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, bah moi je contacte, j'ai pas mal d'amis, tu vois, quand même qui ont des grosses communautés. Euh, Hmm. Toi, je connais beaucoup de gros influenceurs, etc. Donc je fais la vidéo, je contacte ces gens-là, je leur dis voilà, je suis en galère, est-ce que vous pouvez poster sur vos réseaux? La plupart me disent ok, pas de souci, on le fait. Et niveau timing, c'est pas une blague, hein, c'est réellement passé comme ça niveau timing. Je poste la vidéo, elle commence à être relayée. 15 minutes après le post, mais vraiment 15 minutes, hein, l'assurance Visa appelle ma femme. Ils lui disent exceptionnellement, on a fait une réunion, on va prendre en charge votre mari de A à Z, opération, frais d'hôpitaux, rapatriement. On a fait une liste. Et ce qui est assez drôle, c'est Ouais. qu'elle glisse quand même la fille à ma femme au téléphone et elle lui dit est-ce que vous pouvez par contre demander à votre mari qui retire le post sur Instagram? Parce que évidemment, j'avais identifié les Ouais. assurances Ouais. et tout, hein. Je vois le genre. Donc sachant que dans mes contacts, j'ai des gens qui ont Oui, ils plusieurs se sont dit, millions ça va nous d'abonnés, faire. ils se sont dit ça va faire une mauvaise pub. Donc du coup, ils ont Ouais, c'est clair. rapatrié. Et rien à dire, ils ont fait leur taf là-dessus. Bon, du coup, on a changé de mutuelle direct en derrière. Euh, Bah oui. ouais, bah, D'abord, tu payes 20 000 et on se compris casse. pour la mutuelle, c'est Groupama, on peut les citer hein, quand même, les enculés. C'est que c'était la mutuelle d'entreprise de ma femme.
Euh, Ok. donc du coup, ils ont perdu ma famille. Vu que ma femme bosse dans une entreprise familiale, ils ont perdu toute la famille et toute l'entreprise. Donc ils ont perdu au total une quarantaine de personnes. Hmm. Oui, non, mais Voilà. Et c'est donc là, ça. Quand tu maintenant, joues pas sur la morale. j'ai, euh, on a regardé, est-ce que dans les textes, c'est quand même assez ambigu, tu vois, l'aspect pour l'aspect sportif, etc. Il y a toujours des petits astérix de merde Ouais. où faut vraiment lire entre les lignes, sinon tu te fais enfler. Donc bon, bah, maintenant, je sais que quand je vais partir en compète, je vais prendre une assurance complémentaire par rapport à mon activité de sportif professionnel. Donc voilà, voilà Ouais. pour Bah ça, les aléas. malheureusement, les assurances, c'est toujours la même chose. C'est tant que tu payes, ça va. Et puis le jour où tu as une couille et où tu as besoin d'eux, Ouais, ils sont là relisez votre contrat. Ouais. ils sont juste là pour t'enculer, C'est, c'est tout. Et il ben, y a un humoriste, je sais plus qui c'est qui disait ça. Il disait, tu relis ton contrat, tout est bon, et puis tu fermes et c'est écrit sur la tranche. T'avais pas vu le petit astérix. c'est exactement ça. Et là-dessus, tu vois, je trouve que alors à une autre échelle encore, c'est Francis Ngannou qui avait raison sur certains points par rapport notamment au MMA, de dire qu'il faut protéger les athlètes. Hmm. Et il avait totalement raison en fait, parce que du coup, moi, j'ai fait plein de compètes où on s'en rend pas compte parce que ça se passe bien. Moi, j'ai fait Hmm. plein de compétitions à l'étranger où on te fait signer une décharge. Et en gros, si tu te blesses, c'est démerde-toi. Donc, Ouais, c'est chaud. et ça, je sais que ça, j'ai des amis combattants en MMA qui ont été faire des combats dans les pays de l'Est ou autres, et où c'est le même principe. Il n'y a aucun suivi médical, un tout, c'est démerde-toi. Donc, non, là-dessus, c'est aux sportifs de, bah, si malheureusement les institutions ne le font pas, bah, de prendre des assurances complémentaires, parce que quand ça se passe bien, tu te rends pas compte, mais le jour où ça se passe mal, tu te dis merde. Ouais. Ouais. Et donc vis-à-vis de cette blessure, donc là ça s'est relativement bien passé en fin de compte. Ils t'ont pris en charge, t'as été rapatrié Ouais, en ouais, business class business class. et Euh, t'as été soigné par la suite. Donc du coup t'as eu ligament croisé, 3 fractures au pied. ouais, donc là, les fractures ont été réglées à Singapour. Ok. Et d'ailleurs, l'hôpital à Singapour, parfait, propre, calme. Les infirmières à foison, t'as du monde pour s'occuper de toi. Franchement, limite, si je suis malade un jour, j'ai envie d'aller me faire soigner là-bas. Parce que j'ai vu la différence quand je suis revenu en France. Meilleur système de santé au monde, ouais. Ouais. À Bon, revoir. on va pas dériver sur le plan politique, mais oui, c'est Non, vrai non, que non, 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 mais pour le coup, pour avoir moi vu bah, les hôpitaux à l'étranger, bref. Donc du coup, je me fais soigner le pied à Singapour et après bah, la chance que j'ai, si tu vois, c'est vu que ça fait des années que je suis dans le sport, euh, j'ai la chance d'avoir des contacts dans le milieu Hmm, médical, ce qui fait dès que je rentre en France, j'ai accès tout de suite à la clinique du sport de Rouen. Euh, hmm, j'ai été pris en charge aussitôt. Aussitôt, je crois dans les délais, je rentre le jeudi. Dès le lundi, j'avais un rendez-vous avec le chirurgien, le docteur Mouillade, pour le citer, à la clinique de Rouen, et qui s'est occupé de mon genou. Alors c'est un gars ok, qui est spécialisé sur le genou et les ligaments croisés. C'est lui qui fait tous les rugbyman de Rouen, les basketteurs, etc. Donc il est habitué aussi aux gabarits un peu particuliers. Et donc j'ai été opéré 6 ou 7 semaines après la blessure, parce qu'il fallait préparer la jambe, il fallait que mes fractures se résorbent. Donc je hmm, me fais opérer de mémoire fin novembre, opération des croisés. Donc j'ai le croisé d'accord. antérieur qui a sauté, l'autre est encore bon. Euh, Ok, donc c'était plutôt sur la flexion de jambe où tu avais de l'instabilité et pas sur l'extension. ouais, ouais, ouais. Et du coup Ok, j'ai le ligament croisé antérieur qui avait une rupture et un ménisque de fissuré. Et du coup ok. donc ils m'ont fait Ouais, t'as le pas fait semblant professeur quand même. Mouillade là, il m'a opéré, donc ils ont fait non, bah faut faire les choses bien. Sinon, ça sert à rien. Et donc, il m'a fait, alors je sais plus le nom exactement, pour réparer mon ligament croisé, il a pris un morceau d'ischio. Parce qu'il y a deux Ouais, protocoles, soit le tendon rotulien, soit l'ischio. Moi, il a pris ischio pour me refaire le ligament. Il a suturé le ménisque.
Puis voilà, après, bah, tu te fais opérer, c'est en ambulatoire, tu te fais opérer le matin, le soir, tu sors. Mhm. Et après, bah, tu commences ta rééducation. Moi, j'ai commencé 2 jours après ma rééducation avec le kiné. Et puis, bah, là, on vient de finir les séances de kiné il y a pas Ok. longtemps. Et Et ça revient petit à petit, là, c'est plutôt. Bah, je reviens sur des perfs intéressantes, on va dire. Ça commence à revenir. ok. Et comment tu t'es entraîné, enfin, si tu as pu t'entraîner avant l'opération des croisés, et comment tu t'es entraîné à post-rééducation pour essayer de retrouver tes performances? Bah, dès que je suis revenu en France après l'opération du pied, je crois qu'une semaine après, je retournais m'entraîner. Mhm. Avec les béquilles, la chance que j'ai eue, c'est que la salle où je m'entraîne à Évreux, le patron est assez sympathique. Il venait me chercher chez moi. Ok. Donc voilà, c'est la salle, c'est Espace Bien-être à Évreux. C'est là où je vais faire ma compète d'ailleurs le 6 décembre. Et le patron venait me chercher chez moi en béquille. Et après, soit il me ramenait, soit c'était ma femme qui venait me chercher, mais j'allais m'entraîner. Alors bah forcément, tu t'entraînes différemment. Hein. Tu vas pas... là, les squats, tu vas oublier 2 secondes. Hein. Bah oui. Mais je m'entraînais tout le haut du corps sur des mouvements assis. Alors je faisais plus de lourd. Je me suis dit, je vais faire l'impasse sur le lourd pendant quelques temps. Mais je m'entraînais plutôt en explosivité, vitesse. J'en ai profité pour aussi bah, renforcer un peu les points faibles. Euh, Le overhead. ouais, voilà, sur le overhead, la mobilité, et continuer de travailler, bah, aussi bizarrement que ça puisse être, les jambes. Même, Ok. je crois que quelques semaines après l'opération, je recommençais les leg curls, leg extensions. Au bout d'un mois, la presse à cuisse. Voilà, c'était assez rapide au final. Hein. Sur ce type de blessure, tu reprends très très vite l'activité. Et après, Mhm. par contre, le spécifique strong, j'ai commencé à y retoucher 6 mois, 7 mois après l'opération. Ok. Ok. Oui, on m'avait dit que quand tu te faisais les croisés, si tu peux continuer à faire un peu de renforcement musculaire de manière isolée sur quadriceps, ischio, avant l'opération, c'est une bonne chose parce que ça permet de maintenir ta masse musculaire. Parce qu'après une chirurgie, tu as forcément une petite immobilisation Ouais. et tu as une fonte musculaire. Et du coup, plus tu t'es renforcé avant et plus tu récupères vite après. Ah oui, je l'ai vu, moi, j'ai pas mesuré, mais j'ai perdu pas mal de masse musculaire sur la jambe quand même. D'accord. Non, il y a eu pas mal de parties. Donc là, ça se rééquilibre au fur et à mesure du temps, mais du coup, ouais, ça, le chirurgien m'a dit, dès que je suis rentré en France, il m'a dit, direct, on continue de travailler la jambe, parce qu'il faut justement ce que tu viens d'expliquer, il faut pas perdre trop de masse musculaire. Il m'a dit le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il y ait une raideur qui s'installe, c'est-à-dire que Ah, tu oui. perds en mobilité. Et ça, il m'a dit pour une chirurgie comme ça du genou, ça serait hyper chiant. Donc il a fallu, c'est le travail qui a été fait beaucoup avec le kiné, ça, de garder la mobilité avant l'opération et après l'opération. Ok. On a tendance à dire que à haut niveau, surtout dans les sports qui sont pas professionnels ou du moins où il n'y a pas forcément des gros apports financiers derrière, euh, comme ça pourrait être en sport collectif par exemple, sans en citer, que la blessure en fait est souvent synonyme de fin de carrière. Donc il y a quand même un aspect mental. Comment tu gères un petit peu la préparation mentale? Est-ce que tu as accompagné pour ça? Est-ce que tu as mis des choses en place? Alors non, je suis pas accompagné j'ai pas de préparateur sur l'aspect mental. J'ai j'ai toujours réussi. Alors, je me suis pas blessé beaucoup dans ma carrière. J'ai été plutôt chanceux, on va dire. Hmm. Mais je sais pas, à chaque fois que je me suis blessé, je me suis jamais dit c'est la fin. J'ai toujours en tête d'atteindre mon objectif quand même, qui est de faire un top 10 à la World Strongest Man. Et je sais pas pourquoi, je me dis je peux pas me dire même s'il y a une blessure, j'arrête là tant que j'ai pas réussi à atteindre cet objectif. Donc du coup, non, chaque fois que je me suis blessé, aussitôt je me suis dit bah vas-y, on va se projeter. Tant pis, en fonction de la durée de la blessure, bah là sur les croisés, je savais que c'était une année. Donc je me suis dit bah voilà, 2024 c'est foutu, bah vas-y, on table sur les Worlds en Master en 2025. C'est l'objectif.
Et ça va le faire. On récupère. Mais non. À aucun moment, je me suis dit, c'est la fin. Ok. Donc, objectif, top 10 à la World Strongest Man. En 2025, ça va arriver prochainement parce que là, nous, on enregistre l'épisode Ah, le 27 août l'objectif, en 2025. fait, là, c'est d'avoir Strongest Man en master en novembre. Ça sera à Arlington, au Texas. Et en fait, cette compète-là, pour les masters plus de 40 ans. C'est les AOG, Official Strongman's Games. Durant cette compétition, tu as 400 athlètes. Hmm, C'est le championnat du monde pour toutes les autres catégories de poids de corps, femmes, master. d'accord. Et si je fais un bon classement sur cette compétition, un podium de préférence, bah potentiellement je peux me qualifier à la World Strongest Man, la grosse compétition mondiale qui aura lieu sûrement au mois de mai 2026. Donc c'est euh, dans ma tête, je me dis 2025 là, World Strongest Man Master, c'est une étape pour accéder au but ultime. Ok. Donc, c'est quand même des objectifs assez court terme. Ah bah oui, tout se déroule en moins d'un an. Et donc, tu vas organiser une compétition donc à la salle Espace Bien-être le 6 décembre. Ouais, Je sais que tu fais aussi du coaching et de la préparation physique, hein. Je rappelle ouais. que tu es un professionnel diplômé. Mm. Tu organises aussi des séminaires dans le monde du Ouais, strongman. ça, j'en fais de plus en plus. Ça marche bien, ça. C'est pas mal. Et qu'est-ce que tu proposes durant ces séminaires? Alors, les séminaires, en général, je vais choisir 3 à 4 épreuves ou mouvements bien spécifiques. Et l'objectif, ça va être de progresser, que ça soit du débutant qui va découvrir la discipline ou le mec qui est confirmé ou intermédiaire pour se perfectionner sur la technique, etc. Donc, ça va être sur une demi-journée où on va passer en revue ces 3 ou 4 mouvements. Sur l'aspect technique, l'aspect physio, l'aspect biomécanique et l'aspect performance. Donc on va décortiquer avec les participants le mouvement pour performer par la suite le plus possible. Donc là, les séminaires, je les fais en petits groupes, tu vois, je fais pas, je limite souvent le nombre de personnes à 10. Comme ça, on peut être, c'est plus qualitatif. J'avais déjà testé des séminaires avec plus de monde, mais c'est vrai que du coup, c'est un peu plus compliqué à gérer quand tu es tout seul, Hmm. de pouvoir être bah voilà, le plus pro possible avec chaque personne. Donc 10, c'est bien. Ok. Bon, ça, les gens peuvent directement le retrouver via ton site. Ouais, via mon site, les réseaux. Là, cette année, j'en ai fait pas mal. J'ai dû faire en 2025 5 ou 6 séminaires. Bon, là, vu qu'il y a la compétition qui me prend pas mal de temps, je sais pas si j'en referai sur la fin de saison 2025. Mais je pense que 2026, je vais essayer d'en mettre un tous les 2 mois ou un tous les 6 semaines, ce serait pas mal. Ok. Alors, donc tu m'as parlé de tes objectifs de performance là sur les 2 prochaines années. Tu as 41 ans? 41. 41. Euh, Comment est-ce que tu envisages la suite de ta carrière sportive? bah, ça va être axé, bah, évidemment, la carrière d'athlète va s'arrêter, hein. Hmm. Je suis plus proche de la fin que du début, quoi qu'il arrive. À part si je fais comme Marc Félix et qu'à 58 ans, je suis toujours là. Qui sait? Ouais, c'est un sport quand même avec une bonne longévité, hein, Ouais, généralement voilà, assez non, là, tardive oui. d'ailleurs. Marc Félix reste quand même un extraterrestre. Toi, 58 ans, plus haut niveau mondial, c'est le seul. Mais c'est pas rare de voir des mecs au niveau mondial faire les Worlds à 45 ans. Tu vois, je pense à Reino Heinola, un Lettonien qui est je crois, dans les 5 meilleurs performeurs au monde au deadlift, avec Hmm. 475 kilos. Euh, il a 44 ans, je crois. Dimitar Sabatinov, pareil, qui est un des plus gros performeurs au monde sur deadlift et dumbbell, il a 45 ans. Donc, je me dis, après, Hmm. la limite pour moi, ça serait si je sens vraiment que mon corps peut plus, euh, je me dis, il faudra que j'ai l'intelligence de stopper. Parce que le but, c'est de s'arrêter aussi au bon moment pour pas non plus me retrouver
complètement brisé, détruit derrière. Voilà, Ouais. T'as pas envie de voyager en business toute ta vie non plus. bah, j'ai envie de voyager en business, mais que je puisse me payer mes billets d'avion sans me péter à chaque fois. Donc non, l'avenir, ouais, la fin de compète, je peux pas le dire, je sais pas du tout. Est-ce que ça sera dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Je sais pas. Ça dépendra du moment. Quand le moment sera venu, ben, je le saurai. Et après, la suite, bah, ça va être développer beaucoup le coaching et encore plus la prépa physique, dans les sports de force de préférence, les séminaires, et puis bah, j'ai bien envie de développer, là je le commence là en décembre, l'aspect organisation et promoteur d'événements de Strong. Donc tu vois, la première compète que j'organise, je me dis déjà dans le futur, j'aimerais amener un jour des compètes professionnelles en France. Ça serait mon objectif, tu vois. Ok. Et donc, plutôt l'aspect sportif. Alors, il faut rappeler aussi que le monde de la force, c'est un monde où on peut continuer jusqu'à des âges avancés, mais c'est aussi des performances qui nécessitent parfois 15, 20, voire plus d'années d'entraînement. Mm. Donc, il faut pas partir du principe que oui, je vais devenir champion à 45 ans en s'y mettant à 43 ans. C'est aussi les résultats de 20 ans Et voilà. d'entraînement auparavant. Ouais, ouais, Et, c'est des sports à maturité tardive. mm. Et donc, tu resterais quand même un petit peu dans ce domaine-là. Donc, c'est-à-dire que même une fois ta carrière en tant que sportif terminée, tu continueras en tant que coach, formateur au travers de séminaires et promoteur et organisateur de Ouais, voilà. Ouais. compétitions. Ouais. Ouais, L'objectif étant si je plutôt peux de rester professionnaliser. dans le milieu, ça serait bien. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui te plairaient de développer? Je pense notamment, je sais pas, au monde du cinéma. Et j'ai mon premier rôle dans pas longtemps, là. Ah, Ah! j'ai déjà fait pas mal de trucs dans des clips. Bon, tu vois, j'ai fait énormément de collabs YouTube. Donc ça, je vais essayer, moi, de bosser beaucoup sur YouTube. Mais là, oui, dans pas longtemps, là, je vais faire mon début septembre. Alors, je sais pas quand va sortir ton podcast. Peut-être qu'il sera déjà fait. Euh, Il sortira normalement fin octobre. Bah voilà, donc du coup, on va dire, j'aurais eu, je vais avoir ma première expérience de comédien pour un téléfilm sur TF1, de comédien parlant. Parce que, tu vois, c'est pas D'accord. figurant, c'est parlant. Donc là, on fait ça dans 2 semaines. Donc, Génial. c'est un domaine ouais qui me plaît beaucoup. J'ai des amis dans le milieu un peu déjà, tu vois, avec Ragnar, le Breton, etc. Ça Hmm. m'intéresse. Après, je suis conscient, je vais peut-être pas faire des rôles de jeunes premiers et finir avec des Oscars, mais pour l'expérience, au moins, ça peut être sympa. Ouais. Ok. Bon, j'arrive à peu près à la fin de mes questions pour cet épisode. Est-ce que tu as des conseils à donner donc aux auditeurs qui souhaitent se mettre au strong euh, de par ton expérience? Ah bah, bien vous entourer. Bien vous entourer, ça va être vraiment important. Moi, j'ai perdu beaucoup d'années parce que j'étais pas cadré. Donc, si vous voulez le faire, trouvez des bons coachs. Il y en a des bons, il y en a des farfelus. Donc ça, faut essayer de creuser un peu. Aussi, bah oui, t'es coach, donc tu dois connaître un peu ces aléas. Donc, essayez de trouver un bon coach à qui ça a bien fonctionné, qui va d'abord vous enseigner la technique, comment vous préserver, et après on verra les performances. Ne pas faire n'importe quoi, pas se précipiter, et pas oublier que c'est un sport qui va prendre du temps. Donc voilà, comme on disait, ça va être compliqué d'être champion à 20 ans. C'est des sports à maturité tardive, donc ça prend des années. Je sais aussi beaucoup de gens aujourd'hui, parce que je fais pas mal de trucs sur les réseaux, les médias, etc. Faut quand même que les gens aient conscience que avant que ça devienne mon métier, j'ai dépensé plus d'argent que j'en ai gagné. Hein, Mes premières compètes, c'est moi qui payais les voyages, qui payais les hôtels,
etc. Donc j'ai dépensé beaucoup plus d'argent que j'en ai gagné, je pense, pour le moment, durant toutes ces années. Donc ça aussi, c'est si vous voulez performer et atteindre le haut niveau, bah ça vous demandera ce type de sacrifice d'abord. Faut pas vous leurrer. À part si vous êtes, à part si demain en France on découvre un mec comme Thor, là oui, ça va aller très très vite. Mais pour le moment, il y en a pas. Ouais, donc il faut quand même avoir déjà un certain confort économique pour pouvoir se le permettre. Moi, j'ai eu la chance quand j'ai commencé la musculation à mes débuts de rencontrer alors un gars qui s'appelle, ça va peut-être pas parler aux gens, on va le citer quand même, c'est Sherif Ahmed. C'était un Égyptien qui était culturiste professionnel, donc pas dans le même domaine, mais il m'avait bien expliqué. Je me suis entraîné pendant peut-être 2 années avec lui. J'avais beaucoup appris et surtout il m'avait dit, écoute, c'est des sports. Si tu veux performer, si tu veux faire une carrière, si tu veux atteindre le haut niveau, il m'avait dit clairement, t'en vivras pas. Donc il m'a dit, à côté, il faudra que tu aies une situation professionnelle et financière stable Hmm. et assez cool pour que tu puisses faire tous tes voyages, tes déplacements, tes entraînements et que financièrement tu puisses être confortable. Bah, ce qu'il m'a dit, enfin, et moi j'en ai connu aussi des gens. J'ai connu des gens qui font des crédits à la conso pour se payer des voyages, des trucs, et ça dure qu'un temps. Hmm. Donc ça, c'est un conseil que j'avais eu très jeune dans ma carrière et qui m'a beaucoup aidé parce que bah, pendant des années, tu vois, j'étais formateur dans les centres de formation, donc ça c'était mon taf la semaine et le week-end, je bossais en boîte de nuit, vigile, portier, pour Ouais. justement avoir bah, 2 salaires et ce qui fait que bah, je pouvais faire tous mes voyages, etc., mes déplacements, sans que ça impute mon budget de vie familiale, personnelle, etc. Ce qui est d'autant plus compliqué parce que quand tu bosses en boîte de nuit, ben, tu bosses la nuit. Donc Ouais, c'est pas facile. forcément, Ouais. pour dormir et pour récupérer de ces séances, ça décale tout, quoi. Ça décale tout, mais ça a été la solution pendant pas mal d'années. Et ce qui m'a bien aidé au final, hein, parce que pendant, bah, tu vois, on va dire, allez, ça fait 3 4 ans maintenant que les promoteurs me payent tout quand je vais en déplacement, que mes sponsors me permettent de vivre, mais avant c'était pas le cas, donc du coup, bah, il fallait, quand je partais aux USA, bah, fallait que je paye mon voyage, que je paye mon avion, mon hôtel. Si tu fais un bon classement, bah, tu prends un price money qui te permet peut-être de rembourser certains de tes frais, mais si c'est pas le cas, bah, c'est de ta poche, donc du coup, le fait d'avoir ces deux activités pendant de nombreuses années, ça m'a permis de pouvoir faire tout ça. D'acheter du matériel, de voilà, toutes ces choses toi, que tu pourrais pas faire si t'avais pas ce confort. C'est clair. C'est clair. Et pour les individus qui souhaitent te contacter, que ce soit pour des conseils ou pour une formation, un séminaire, un coaching, quel est le meilleur moyen? Soit Instagram, soit mon site internet aurélien-lejeune.fr, l'un des deux. Après Insta, j'arrive à regarder à peu près tous les messages quand même, mais c'est compliqué de répondre à tout le monde. Ça marche. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez les retrouver directement dessus. Ok. J'arrive à la fin de mes questions. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Non. On a Non, déjà dit pas mal de choses. ouais, Ça fait plus non, d'une heure et venez demie nous qu'on voir parle. en strong, venez nous suivre, venez voir les compètes. Ça nous fera plaisir de rencontrer le plus possible de public. Dans tous les cas, tu postes, donc abonnez-vous à son compte Instagram et vous verrez l'évolution un petit peu dans ce monde-là. Ok, parfait. Je te remercie, Aurélien. Je te remercie d'avoir pris de ton temps pour cet épisode. C'était bien sympathique. Et je te dis peut-être à bientôt sur le podcast. Merci à toi, Kevin. À bientôt. Avec plaisir. Ciao, ciao. Salut.